Dans son livre « Un siècle de rêve », le patriarche, qui aujourd'hui passe le témoin à ses enfants, évoque son ambition et ses rêves pour la RDC, ce pays qu'il a vu naître, et dont l'histoire de ces 6 décennies est imbriquée dans celle de sa famille. Georges Arthur Forest, bonjour. Bonjour Denise. Un siècle de rêve, c'est le titre du livre que vous signez à l'occasion du centenaire de l'entreprise fondée au Congo belge par votre père, Malta Forest, et devenu le groupe Forest International sous votre direction. 2 raisons majeures auraient pu vous faire quitter votre Congo natal. La première, c'est la tentative d'assassinat à laquelle échappe votre famille, et la seconde, c'est la zaïrianisation de l'économie décrétée par le maréchal Mobutu. Pour quelles raisons avez-vous décidé de rester alors que toutes les entreprises ont fait le choix inverse? Vous savez, d'abord, on est né au Congo, c'est chez nous, c'est notre pays. Il n'y a pas de raison de quitter, quels que soient les événements. En Europe, on a connu la guerre. Est-ce que les gens sont partis, ont quitté leur pays pour ça? Non, ils sont restés. Donc je me considère le Congo comme chez moi, comme mon pays, et c'est la raison pour laquelle je suis resté. Et en plus, on a tous ces travailleurs, on ne peut pas les abandonner. Donc on a préféré continuer à œuvrer chez nous. La diversification des secteurs que vous avez embrassés répondait aux besoins des populations, la banque, le transport aérien, les mines, mais également beaucoup le social. Mais à l'époque, on ne parlait pas de partenariat public-privé car l'État n'était pas présent partout. Pensez-vous que le secteur privé a pour vocation de suppléer le secteur public? Pas nécessairement de suppléer, mais le partenariat public-privé peut relancer une grande partie de l'économie du pays et peut apporter les financements nécessaires pour le développement dont l'État n'a pas les moyens pour le faire. Je pense que c'est la raison pour laquelle le public-privé reste dans certains domaines, je ne dis pas dans tous les domaines, mais comme dans le domaine minier, l'énergie, tout ça, le domaine, dans ce moment-là, le public-privé devient intéressant pour tout le monde, et pour l'État en particulier. Y compris dans le domaine de la santé que vous avez également investi. La santé également, la santé, parce que bon, là, il faut dire ce qu'est, l'État est défaillante, donc il fallait pallier à ce côté-là, et nous avons investi dans les hôpitaux, dans les centres médicaux, comme nous avons investi beaucoup dans l'enseignement, car un pays sans éducation ne peut pas se développer. C'est la base quand même de tout, c'est l'éducation. Aujourd'hui, la concurrence est de plus en plus rude pour de nombreuses entreprises occidentales présentes en Afrique. Quels conseils leur donneriez-vous? Comment convaincre les Occidentaux à croire encore en cette Afrique? Vous savez que, je dirais, le monde, et c'est vrai particulièrement l'Europe. L'Europe sans l'Afrique n'est plus rien. C'est l'avenir de l'Europe, l'Afrique. Tout se trouve en Afrique, les richesses, toutes les richesses minières, énergétiques, agricoles, et tout peut venir. En Belgique, en Europe, il n'y a plus grand-chose. Or que l'Europe était bien installée en Afrique, avec ses entrepreneurs qui avaient développé des activités importantes, contrôler une bonne partie de l'économie quand même sur place, et développer les activités avec les retours sur l'Europe. Et on pouvait faire un genre de partenariat Europe-Afrique. Ce qui n'a pas eu lieu, l'Europe, au contraire, avec ses nouvelles règles, qui sont totalement différentes des règles asiatiques ou indo-pakistanaises, qui envahissent le pays, l'Afrique, le continent, a créé tout un système qui a fait de sorte que les gens désinvestissent, devaient quitter. En plus, les banques, au lieu de faciliter le développement de l'Afrique, sont occupées à fermer les comptes ici des résidents en Afrique et particulièrement au Congo. Alors, je me pose la question parfois en me disant, est-ce que les banques sont complices avec les États ou les États sont complices avec les banques pour maintenir l'Afrique dans l'état de pauvreté et de maintenir certains conflits dans l'intérêt de certaines économies? C'est une question que je me pose. Or, au lieu de développer l'Afrique comme nous faisons, correctement, avec une éthique, s'il y avait plusieurs entrepreneurs qui venaient, on laissait la porte ouverte à d'autres entrepreneurs venant respecter l'éthique, on aurait de nouveau des États tout à fait solides, avec des règles bien définies, comme celles qu'on est occupé à mettre en Europe où il a fallu le temps. Laissons le temps au temps pour que l'Afrique aussi puisse se mettre en place, en position. Et c'est cette nouvelle jeunesse
qui arrive tout doucement en Afrique, qui pourra arriver à ces résultats. Mais selon vous, Georges Arthur Forest, l'Occident a une méconnaissance de ce continent? L'Occident n'a plus la connaissance. Elle croit connaître encore ce continent, mais elle ne le connaît pas. Et au lieu de demander à ceux qui connaissent encore pour pouvoir les aider, elle ne le fait pas parce qu'elle pense qu'elle connaît. Et avec la façon dont elles jaillissent, elles sont occupées à perdre progressivement à l'Afrique. On le voit très bien aujourd'hui quand vous regardez tous les pays dont les Européens sont occupés de chasser. C'est malheureux, c'est triste. Or que l'Europe a tout pour réussir en Afrique. Et en réalité, les Africains, dans le fond d'eux-mêmes, ils préfèrent les Européens que les Asiatiques ou que les Indo-Pakistanais, qui ne les respectent pas. À ce propos, qu'est-ce que vous pensez de la présence de plus en plus massive de la Chine sur le continent? Mais la Chine vient parce qu'elle vient avec des moyens énormes. Et le continent a besoin de certains moyens. Mais elle réalise aussi que la Chine est occupée à les envahir. Et progressivement, c'est eux qui seront maîtres de l'Afrique, avec leur façon d'agir et de leur politique qu'on voit, comment ils maltraitent les gens. Mais ils ont les moyens pour le moment. Mais l'Europe pourrait mettre les moyens aussi. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Or que développer l'agriculture, or que l'Afrique un jour, dites-vous bien, même sans l'aide de l'Europe, avec ou sans, elle va se réveiller. Et l'Afrique va devenir une puissance mondiale économique très forte. Et ce jour-là, l'Europe, qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être dans 50 ans, on aura l'inverse. On va voir les Européens immigrer vers l'Afrique. Peut-être, hein, je veux dire, mais si on continue comme ça, parce que l'Europe s'appauvrit, mais l'Afrique va s'enrichir avec ses moyens qu'elle a, ses terres agricoles, son réseau hydrographique. Elle va développer quelque chose de fabuleux. Alors vous qui avez vu évoluer ce pays, la RDC, depuis son accession à l'indépendance, comment expliquez-vous qu'avec l'énorme potentiel humain, minier, agricole qu'elle possède, elle ne soit pas devenue le moteur de ce continent? Vous savez, quand je dis un siècle de rêve, j'ai rêvé ce qu'était et ce qu'elle peut redevenir. Le Congo, quand vous pensez qu'en 1960, on a un PIB supérieur à l'Afrique du Sud, égal au Canada, supérieur à la Corée du Sud. Regardez aujourd'hui où elle est. Si elle avait continué sur cette lancée, aujourd'hui, elle aurait été la première puissance économique d'Afrique, et ce n'est pas une des puissances économiques mondiales. Malheureusement, c'est les dirigeants qui ont mal mené ce pays. Au lieu de continuer sur cette progression, on a vu les 5 premières années de Mobutu étaient très bonnes. Elle reprenait, et puis il a fait cette zarisation qui a décapité le pays. Et le pays ne s'est plus jamais redressé depuis cette décapitation. Et puis les autres présidents qui sont venus ont malmené le pays complètement. Alors justement, à propos de ces différents présidents que vous avez connus, hein, depuis le maréchal Mobutu, en passant par le père Kabila, le fils et aujourd'hui Félix Tshisekedi, si vous deviez définir chacun d'entre eux, quel mot vous choisirez pour les définir, en commençant par Mobutu? Mobutu, quand il a fait la zarisation, après il a regretté. Il s'est rendu compte qu'il a fait une grande erreur. Et puis il a essayé d'attirer les investisseurs, mais il a laissé les gens travailler dans la paix. Chaque investisseur venait, il pouvait investir du moment qu'il respectait les règles et les lois du pays et le code des investissements. Le père Kabila était un idéaliste. Je crois qu'il rêvait toujours. C'était vraiment un révolutionnaire dans l'esprit. Il n'est pas resté longtemps non plus. Le fils, malheureusement, a ouvert les portes aux Chinois, aux Asiatiques, mal conseillés, uniquement dans des intérêts personnels et privés de beaucoup d'autres. C'est triste. Félix Tshisekedi est de bonne volonté. Lui-même voudrait faire les choses, mais il avait un entourage qui n'était pas des meilleurs. Il vient de se séparer de pas mal de monde, donc je crois qu'il se ressaisit et il veut réussir où il avait promis de le faire. Et lui-même est de bonne volonté, mais il lui faut une bonne équipe autour de lui, et à ce moment-là, il pourra réussir. Vous êtes, Georges Arthur Forest, un sang mêlé aux origines néo-zélandaises par votre père et sud-africaine par votre grand-mère. Vous revendiquez pour vous-même et pour votre famille, hein, votre congolité.
En plus de la langue que vous maîtrisez très bien, quelles sont les valeurs que vous apporte cette identité congolaise? Mais d'abord, cette multiculture que j'ai, donc en étant de provenance de Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, européen, africain, j'ai une meilleure ouverture et une meilleure vision de ce qu'on pourrait faire pour l'Afrique. Je vois beaucoup plus loin et mieux le développement de l'Afrique. Je suis né là, donc forcément que ma nature première est africaine. Et mon objectif est le développement de l'Afrique, certainement, et du Congo qui est mon pays. Votre livre est aussi une manière de passer le flambeau à vos enfants, comme votre père l'avait fait avec vous-même. À part le fait d'avoir voulu être un artiste, quel est votre plus grand regret et quelle est, à vos yeux, votre plus grande réussite? Regret dans les affaires. Dans tout. Dans tout. Regret, c'est de voir le pays où elle est. Donc c'est un pays qui était fabuleux, qui aurait pu devenir très riche. Ma fierté, c'est d'avoir pu toucher à beaucoup de domaines et de réussir beaucoup d'activités industrielles et de créer de l'emploi. Par la création de l'emploi, on a pu participer et contribuer à la diminution de la pauvreté, développer également la culture, l'art, parce que quand même la culture et l'art est la première chose d'un dialogue. Or que dans le monde, il faut dialoguer pour réussir. Sans dialoguer, on n'arrive nulle part. Le dialogue est aussi où on peut emmener vers la paix. Il n'y a pas un proverbe qui dit que avant de fermer le poing, il faut ouvrir la main pour l'attendre. C'est un proverbe purement africain. Donc, et je crois que c'est ça le dialogue, et c'est pour ça que nous avons fait pousser la culture et l'art pour le développement du dialogue. Et un rêve, en ce début d'année? Le rêve, c'est de revoir le Congo redevenir une première puissance africaine. Et elle est capable, si elle développe très fort son agriculture. Notre objectif, aujourd'hui, nous avons 3 grands pôles, c'est l'industrie, le bâtiment et les ponts et chaussées. Nous avons l'énergie et on développe très fort l'agriculture. Dans l'agriculture, nous avons aujourd'hui quand même plus de 60 000 têtes de bétail sur 1 million d'hectares. Nous avons 10 000 hectares de maïs. Nous faisons le soya, nous commençons le blé. Nous avons une minoterie. Nous avons une biscuiterie qui produit quand même 36 000 tonnes de biscuits par an. Or que notre objectif est de la terre aux produits finis sur place, de ne plus importer. Et essayer d'avoir l'autosuffisance alimentaire pour la RDC. Voilà, l'autosuffisance alimentaire. Mais pour ça, il faudra encore peut-être 100 Georges Forest qui viennent, ou des Congolais aussi qui doivent investir. Et c'est ça que je leur demande, c'est d'investir dans leur pays, dans le pays, dans des domaines agro-industrie, qui est d'abord la base de tout, et le futur, parce que le pays aura besoin d'alimentation et le monde entier aura besoin d'alimentation. Georges Arthur Forest, merci. Avec plaisir. Ensemble, construisons l'avenir.